Ce que Benjamin Netanyahou a dit pendant son interview à l'émission 60 minutes diffusée hier. On lui a demandé « Est-ce que la guerre avec l'Iran est terminée? Et si ce n'est pas le cas, qui décidera quand elle le sera ?» Il a répondu « Je pense qu'elle a permis d'accomplir beaucoup de choses, mais elle n'est pas finie, parce qu'il reste encore du matériel nucléaire et de l'uranium enrichi qu'il faut retirer d'Iran. Il y a encore des sites d'enrichissement qui doivent être démantelés. Et il y a toujours des groupes soutenus par l'Iran, des missiles balistiques qu'ils veulent encore produire. Quand on regarde la façon dont il décrit la situation en ce moment, il dit que beaucoup a été accompli. Mais alors, qu'est-ce que ça a vraiment permis d'accomplir jusqu'à présent? Parce que moi, je ne vois pas l'uranium. Eux, ils vont aller chercher l'uranium. Et quand on parle du programme nucléaire, on est dans ce qu'ils appellent l'axe de la résistance. Cette guerre a commencé parce qu'il s'agissait de désarmer le Hamas et le Hezbollah. Mais ça, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et l'Iran d'aujourd'hui n'est plus le même qu'avant le début de cette guerre. Je ne connais pas l'évaluation du côté israélien, mais je ne vois pas en quoi Israël ou les États-Unis gagnent quoi que ce soit dans cette guerre contre l'Iran. D'après votre compréhension, et selon la manière dont Netanyahou essaie de le présenter, d'un côté, il dit que beaucoup de choses ont été accomplies. Mais de l'autre, ça fait ressortir tout le discours qu'il tenait déjà avant le début de cette guerre. Eh bien, tout d'abord, il faut se rappeler que c'est la 4e attaque d'Israël contre l'Iran en 2 ans. Et ça veut dire que même dans ce cas, on a une véritable guerre en cours entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Autrement dit, le seul résultat que je vois à cette guerre, c'est d'avoir convaincu les Iraniens qu'ils ont besoin d'une dissuasion puissante. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Parce que jusqu'à présent, et je dirais même avant l'année dernière, on avait encore le sentiment que les choses pouvaient se régler par la négociation, par la diplomatie et par de bonnes relations. Le JCPOA en était d'ailleurs un bon exemple. Et le JCPOA, en réalité, avait très bien fonctionné. Il avait atteint ses objectifs. Le fait que Donald Trump soit sorti du traité a en réalité rendu ce traité partiellement caduc. Et aujourd'hui, on se retrouve exactement dans la même situation, parce que les Israéliens et les Américains ont échoué à suivre la voie diplomatique. Je vous rappelle qu'au début du mois de janvier de cette année, Israël avait demandé à conclure un pacte de non-agression avec l'Iran. C'était une initiative israélienne et des négociations avaient lieu sous l'égide de la Russie. Plus tard, en février, il y a eu une autre série de discussions entre les États-Unis et l'Iran, cette fois sur la question nucléaire. Donc, on avait 2 processus de négociation en cours, au moment même où les Israéliens et les Américains ont lancé leur guerre contre l'Iran, à la fin du mois de février. Autrement dit, ces 2 pays, Israël et les États-Unis, ont eux-mêmes sapé le processus diplomatique qu'ils avaient initié. Autrement dit, pour les Iraniens, résoudre un problème par la diplomatie ou par la négociation est devenu quelque chose de très suspect. Ils ne font pas confiance aux Israéliens. Enfin, je ne suis pas sûr qu'ils leur faisaient vraiment confiance avant. Mais cette fois, c'est devenu évident. On ne peut pas faire confiance aux Israéliens et on ne peut pas faire confiance aux Américains non plus. Et souvenez-vous, c'est pas la première fois. Lors des 3 précédents épisodes, les Américains et les Israéliens d'ailleurs ont attaqué en plein milieu du processus de négociation qui concernait auparavant la Palestine et tout ce qui s'y rattache. Donc pour ces Iraniens aujourd'hui, il est clair que le processus diplomatique ne mènera pas à une solution.
Ils ont besoin de quelque chose qui leur permette en fait de forcer à la fois les Israéliens et les Américains à entrer dans un processus de paix. Mais il faut qu'ils les y contraignent. Et en plus de ça, ils doivent aussi se protéger eux-mêmes. Or, il n'y a pas d'autre moyen de se protéger, puisque la diplomatie ne fonctionne pas. Même quand ils ont un traité, comme dans le cas du JCPOA, ils en avaient un accord sur l'enrichissement de l'uranium et d'autres points similaires. Et puis, il y a une partie, en l'occurrence les États-Unis, qui se retire du traité, et du coup, le traité n'a plus aucune valeur. Alors, à quoi bon signer un traité quand on sait que son partenaire peut s'en retirer à tout moment? Donc, la seule solution possible pour sortir de cette situation, c'est d'avoir une dissuasion forte. On sait qu'en Iran, depuis des années maintenant, officiellement depuis 2003, le pays a renoncé à posséder l'arme nucléaire. Mais évidemment, face à l'agressivité d'Israël, alors même qu'il n'y a absolument aucune menace iranienne contre Israël. Je veux dire, il n'existe pas un seul exemple sur les 40 ou 50 dernières années où l'Iran aurait menacé Israël. En revanche, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit, et de façon constante. Souvenez-vous, entre 2003 et 2006, Israël a tué près de 600 scientifiques. Pas seulement des Iraniens, mais aussi des Irakiens. 2006, Israel killed 600, almost, not exactly, but almost 600 scientists. Well, not only Iranians, but also Iraqis. And you had hundreds of Iranian scientists have been... Et il y a eu des centaines de scientifiques iraniens qui ont été tués, assassinés. Tout cela a été documenté dans des rapports publiés il y a une vingtaine d'années, à peu près. Donc rien de nouveau à ce sujet, mais ça montre bien que l'agressivité d'Israël est constante. On a souvent parlé de la question du Hezbollah, qui n'existe que parce qu'Israël attaque le Liban. Le Hezbollah n'a aucune revendication sur le territoire palestinien. Aucune. Il revendique uniquement des terres libanaises, et cela parce qu'Israël a tenté à plusieurs reprises d'envahir le Liban. C'est la raison, la logique même, derrière l'existence du Hezbollah. Et on a aussi vu la question du territoire palestinien. Nous savons, depuis la décision de la Cour internationale de justice, enfin, on le savait déjà avant, mais avec l'arrêt de juillet 2024, c'est désormais clair, que la présence d'Israël dans ces territoires, Gaza, Jérusalem-Est et la Cisjordanie, peu importe où exactement dans ces zones, cette présence est illégale. Qu'elle soit militaire ou non, il ne devrait pas y avoir d'Israéliens là-bas. Point final. Nous le savons. Donc, puisqu'ils y sont, et c'est un fait qu'ils y sont, il est logique qu'il existe une organisation de résistance pour défendre ces territoires. On a donc une agressivité constante d'Israël dans tout le Moyen-Orient, qui a poussé d'autres à se défendre. Le problème avec ce qu'Israël essaie de faire avec l'Iran, c'est qu'il veut lui retirer son droit à se défendre. C'est ça, en réalité, qu'Israël cherche à faire. Mais en fait, le seul pays du Moyen-Orient qui a attaqué ses voisins de manière répétée depuis la fin des années 40, c'est Israël. Donc l'Iran a de très bonnes raisons de vouloir garder une force de dissuasion solide. Comme je l'ai déjà dit, l'Iran a renoncé à l'arme nucléaire, mais il conserve ses missiles. Et c'est justement la technologie développée autour des missiles hypersoniques et d'autres systèmes qui constitue aujourd'hui sa capacité de dissuasion. C'est sa politique de dissuasion. Et maintenant, bien sûr, Israël voudrait que l'Iran démantèle ses missiles. Ils veulent que l'Iran supprime toute forme de solution dissuasive. Une autre mesure de dissuasion, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est bien sûr l'utilisation du détroit d'Ormuz, même si cela concerne surtout les États-Unis. Ce détroit était autrefois totalement libre. Jusqu'en février de cette année, le trafic y circulait sans aucune restriction. Mais aujourd'hui, avec la situation actuelle, ce n'est plus seulement une question entre l'Iran, les États-Unis et Israël.
Tous les pays du Conseil de coopération du Golfe qui ont participé à l'agression contre l'Iran sont aussi concernés. C'est pourquoi pour l'Iran, la limitation du détroit d'Ormuz n'est pas seulement une question de sécurité nationale, de fierté ou de politique. Pride or some kind of policy is just a matter of self-preservation. C'est simplement une question d'instinct de survie, parce qu'on ne peut pas laisser l'adversaire, l'ennemi, utiliser ses marines à l'intérieur du Golfe Persique pour frapper. Et c'est exactement ce que les États-Unis ont essayé de faire en forçant leur passage dans le Golfe Persique avec 2 navires de guerre, il y a seulement quelques jours. Donc ici, l'idée que le détroit d'Ormuz doit être géré, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, c'est qu'il faut le gérer pour empêcher les États-Unis de militariser le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Les Israéliens, enfin, les Israéliens, les États-Unis et le CCG ont en réalité créé une situation où l'Iran est obligé de gérer ce détroit parce qu'il a été attaqué. Une fois que ces pays auront déclaré qu'ils sont en paix avec l'Iran, qu'ils n'ont absolument aucune intention de soutenir une nouvelle attaque contre l'Iran, alors probablement la situation pourra évoluer à partir de là. Mais à ce stade, je pense qu'il est logique, du point de vue iranien, d'empêcher toute utilisation militaire du Golfe Persique et du détroit d'Ormuz. Dans le même temps, bien sûr, ils peuvent exercer une pression sur les économies occidentales, y compris, évidemment, sur l'économie américaine, afin de pousser les États-Unis à engager une forme de dialogue, ou au moins à conclure un traité qui mette fin au conflit une bonne fois pour toutes. C'est aussi un point très important à comprendre. La position iranienne, et c'est une situation très proche de celle que nous connaissons en Ukraine. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises. Les Russes et les Iraniens ne veulent pas d'un cessez-le-feu. Ils veulent une solution. Le cessez-le-feu, c'est une mesure temporaire, et ce n'est pas ce que veulent les Iraniens. Eux, ils veulent une solution durable. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'un engagement des États-Unis à arrêter de chercher une issue militaire et d'un engagement clair que toute discussion ou tout conflit futur sera réglé par la voie diplomatique et non plus par des actions directes, comme ça a été le cas jusqu'à présent. Donc c'est une situation créée de toutes pièces par les États-Unis, parce que tout ce qu'on connaît des justifications officielles américaines derrière ce conflit, comme la question de la bombe nucléaire, on sait, et même les services de renseignement américains l'ont reconnu, que l'Iran ne cherchait pas à avoir la bombe. Alors, quel est le but réel de ce conflit? Nous savions qu'ils ne voulaient pas de bombe. Nous savions aussi qu'ils n'avaient ni la capacité ni les moyens de la produire, du moins à court terme. Bien sûr, ils ont sans doute les connaissances et les compétences pour la fabriquer, mais nous savons également qu'ils n'avaient aucune intention de le faire. Et nous savons aussi que malgré ce qu'on peut lire dans certains médias européens, l'enrichissement n'a jamais atteint le niveau d'uranium de qualité militaire. Toutes les activités d'enrichissement de l'Iran sont restées dans les limites fixées par le traité de non-prolifération. À partir de là, la meilleure façon d'obtenir un succès stratégique ou d'assurer la sécurité, si on se place du point de vue israélien, c'est d'entretenir de bonnes relations avec l'Iran et non de créer une incitation à aller au-delà de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Mais jusqu'à présent, il n'y avait absolument aucun moyen. Je n'ai jamais vu le moindre document ni la moindre déclaration du gouvernement iranien indiquant qu'il voulait aller au-delà des dispositions du TNP. Donc tout le but de ce conflit, c'est une pure invention. Et c'est exactement ce qu'on a entendu de la part de Netanyahou le 7 octobre 2023. Il disait que c'était une tentative de détruire Israël, voire même de commettre un génocide.
Eh bien, je ne suis pas sûr qu'avec une poignée de combattants du Hamas, on puisse faire un génocide. Mais c'est ce que les Israéliens ont affirmé. Alors on invente, on raconte des mensonges pour justifier des opérations, et ensuite ils se retrouvent pris dans leurs propres mensonges. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Carl, on a appris que le gouvernement britannique, avec la France, essaie d'envoyer des porte-avions dans la région pour soutenir les États-Unis. Mais d'un autre côté, après la menace de l'Iran de frapper les navires français s'ils entraient dans le détroit d'Ormuz, Emmanuel Macron a déclaré que la France n'avait, pour l'instant, jamais envisagé de déployer de navires de guerre dans ce détroit. Pourtant, d'autres rapports indiquent que le porte-avions français Charles de Gaulle a été aperçu en mer Rouge le 8 mai. Alors, que se passe-t-il du côté de l'Europe? Et jusqu'où les Européens sont-ils prêts à aller pour aider les États-Unis dans cette affaire du détroit d'Ormuz? En fait, après la menace lancée par le gouvernement iranien, Emmanuel Macron a réagi lors d'une conférence de presse au Kenya, si je ne me trompe pas. Il a expliqué que l'idée de déplacer le groupe aéronaval, parce qu'il ne s'agit pas seulement du porte-avions, mais aussi de tous les navires de soutien qui l'accompagnent, c'était de prépositionner le Charles de Gaulle dans la région, c'est-à-dire dans l'océan Indien. Avec Emmanuel Macron, on ne sait jamais. Vous vous souvenez qu'il avait dit exactement la même chose à propos de l'Ukraine. Il voulait déployer un contingent en Ukraine, mais pas pour combattre, simplement au cas où un accord serait trouvé. Et là, c'est exactement la même logique. Il voulait envoyer le Charles de Gaulle, non pas pour l'utiliser, mais pour qu'il soit prêt si jamais un accord intervenait. Mais voilà, c'est Emmanuel Macron. Encore une fois, on a affaire à un acteur de politique étrangère un peu enfantin, dont on ne comprend même pas vraiment le but. Désolé de vous interrompre. Vraiment, désolé de vous interrompre. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est le même type d'état d'esprit en Ukraine, et maintenant vis-à-vis de l'Iran. S'ils parviennent à un accord, pourquoi auraient-ils besoin de soldats français en Ukraine? Pourquoi aurait-il besoin du porte-avions français dans la région? C'est exactement ce que je voulais dire. Je veux dire, s'il y a un accord, cet accord sera entre les États-Unis et l'Iran. Ce que les Français font dans cette équation, je ne le comprends pas. Et comme on peut le voir à ce stade, aujourd'hui, on avait une proposition américaine, et les Iraniens ont rejeté cette proposition. Ensuite, les Iraniens ont envoyé leur propre proposition, une sorte de plan en 9 points, si je me souviens bien. En tout cas, celui-là aussi a été rejeté hier par l'administration Trump. Donc, à ce jour, on a 2 parties avec leurs propres propositions. Chaque proposition est inacceptable pour l'autre partie. Et donc, il n'y a pas d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que peu importe qui accepte quelle proposition, on comprend bien, et je pense que c'est une idée assez partagée en Occident, que l'Iran a l'avantage dans cette affaire. Les États-Unis, eux, peuvent faire un peu de bravade, dire ce qu'ils veulent. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont atteint aucun de leurs objectifs. Ils ont subi beaucoup de pertes, et chaque jour, on en apprend un peu plus sur les dégâts qu'ils ont encaissés. On ne sait pas grand-chose d'Israël, parce qu'ils n'osent même pas montrer leurs propres dommages. Apparemment, ils ont été assez lourds, même si on n'a pas entendu parler de victimes civiles. Et ça, c'est très intéressant. In any case, what we see is that Iran has a much clever approach to the conflict, has in fact reached its objective while the US and Israel haven't. Meaning that, again, I don't have any crystal ball at this stage, but at this stage, I don't have any crystal ball, period. But we can assume that probably Iran in some way will prevail.
And if they prevail, I don't see C'est exactement la même chose entre la Russie et l'Ukraine. And that's exactly the same thing. La Russie a clairement l'avantage, et cela met les Européens, comme l'Ukraine, très mal à l'aise à l'idée d'engager des négociations, parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune carte en main. To engage in negotiation because they know they have no cards. And this so therefore Et donc, dans ce cas, comment un contingent français pourrait-il entrer en jeu s'ils veulent imposer aux Russes une sorte de force de maintien de la paix? Et même en supposant que les Iraniens et les Russes acceptent une telle force, pourquoi accepteraient-ils qu'elle soit composée de leurs ennemis ou de forces adverses? Franchement, si j'étais négociateur en Russie ou en Iran et que j'acceptais une force de maintien de la paix, il faudrait qu'elle soit neutre et impartiale. Peut-être composée, je ne sais pas, de la marine kenyane ou tanzanienne ou peut-être indienne, quelque chose comme ça. Mais pourquoi choisir les Français comme force de maintien de la paix alors qu'ils sont partie prenante du conflit? C'est complètement délirant. So this is completely delusional. I mean, a peacekeeping force, and I remind you that Je veux dire, une force de maintien de la paix. Et je vous rappelle que j'ai été responsable de la politique et de la doctrine des opérations de maintien de la paix à l'ONU. La caractéristique d'une telle force, c'est qu'elle doit être neutre et impartiale. Elle ne peut en aucun cas être partie prenante au conflit. Donc, même s'il y avait un accord pour déployer une force de maintien de la paix, il n'y a absolument aucune chance que la France en fasse partie. Mais encore une fois, ça fait partie de cette forme de bravade qu'on retrouve souvent en France. Macron veut montrer qu'il est un acteur important, qu'il peut agir. En réalité, il n'obtient absolument rien. À mon avis, il serait mieux inspiré de s'occuper de son propre pays avant de vouloir s'occuper de celui des autres. Et ce serait sans doute le conseil le plus sûr pour lui. Donc je ne comprends pas la logique derrière tout ça. Mais c'est exactement la même chose avec la Russie et l'Ukraine. Pourquoi la Russie accepterait-elle un contingent composé de troupes britanniques et françaises? Elles sont déjà là pour combattre les Russes. Alors pourquoi les prendre comme force de maintien de la paix? Ça n'a aucun sens. Et c'est là qu'on voit que la diplomatie occidentale échoue complètement. Ce sont des gens immatures, sans aucune réflexion. Quand on écoute les ministres des Affaires étrangères de tous ces pays, on se rend compte qu'ils n'ont absolument aucune profondeur intellectuelle, aucune profondeur historique. Ils n'ont absolument aucune profondeur stratégique dans leur façon de penser. Et c'est bien là le problème. Ils réagissent comme des adolescents au lycée. C'est juste ça. Tu fais ça, alors moi je fais ça. C'est le genre de comportement qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur TikTok et ce genre de plateformes. Ils réagissent simplement comme des ados. Mais la diplomatie et la recherche de la paix, ça ne fonctionne pas comme ça. Et je ne le vois pas ici. À moins que Macron veuille montrer à quel point il est fort et qu'il en vienne à utiliser la force contre l'Iran juste pour prouver qu'il contrôle quelque chose. Mais s'il s'agit de participer à une force de maintien de la paix, je ne le vois pas. Si c'est un processus rationnel, je ne vois pas la France jouer un rôle dans cette affaire. I don't see France playing any role in this issue.